Merci de me donner l'occasion d'apporter des réponses en vue d'éclairer l'opinion de nos concitoyens ainsi que de l'extérieur sur une question qui fait l'objet, en effet, d'une exploitation de nature à nuire à notre image et à nos relations avec un pays qui est important pour nous parce que c'est un pays ami avec lequel nous entretenons une relation de grande qualité, comme au demeurant nous l'entretenons avec bien d'autres pays. Je vais revenir sur les efforts que nous faisons tout à l'heure pour assurer la sécurité de nos citoyens, ce qui a commandé de notre part que nous donnions une formation de type force spéciale à notre armée dans le cadre d'une coopération avec un certain nombre de pays. Nous avons à ce jour formé 12 bataillons de forces spéciales avec les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne, le Canada et la France. Vous savez, lorsque j'étais à Bani Bangou, j'ai dit aux populations de cette localité que si je comprends bien leur détresse, je ne suis pas d'accord qu'elles puissent penser qu'elles ont vocation à défendre leur sécurité, parce qu'il y a des institutions de la République dédiées à la sécurité des populations. Ce sont les forces de défense et de sécurité. Je leur ai dit que ce sont elles qui en ont la charge. Et c'est moi, personnellement, en tant que président de la République, qui en ai la charge. Ayant cette charge, en effet, je fais tout ce que je peux pour que notre armée soit la plus performante possible. Et le ministère de la Défense nationale, l'état-major de notre armée, ont décidé d'accroître la part de forces spéciales dans notre armée, de façon à leur permettre d'acquérir des compétences qui sont de nature à faire en sorte que nous ayons un bon rapport de force vis-à-vis de notre ennemi. Et ces forces spéciales, chaque fois qu'elles ont été formées et qu'elles ont été projetées, ont eu un comportement totalement différent des forces qui n'ont pas acquis cette formation. Je voudrais à cet égard rendre un hommage particulier au bataillon formé par le Canada, à Wallam, qui a eu à mener le combat héroïque des armes de Ré, à l'issue duquel c'était 40 terroristes, dont des grands chefs, qui avaient été tués. Le Canada a fait cette formation et est retourné. Mais cette formation, elle est là, et ce bataillon est là, et en ce moment, il est en opération dans la zone de Filengue, de Abala. Les Américains ont eu en charge la formation de nos militaires à Dirkou, à Arlit et à Difa. C'est une formation d'élite, de grande qualité, assortie d'équipements, depuis la chaussette jusqu'au véhicule blindé de l'armée. Eux aussi, sur tous les fronts, ils se sont remarqués. Et je me souviens
de l'héroïsme dont ils ont fait preuve à Bosso le 3 juin 2016. Comme ministre de l'Intérieur, je m'étais rendu le lendemain de ces événements-là. Les Belges assurent la formation de nos forces spéciales à Maradi. Les Allemands assurent la formation de nos forces spéciales à Tilia. Là également, c'est assorti de l'équipement qui va de la chaussette du militaire au véhicule blindé. C'est ce bataillon qu'aujourd'hui j'ai déployé depuis 3 jours dans la zone d'Agando et plus à l'ouest, à Tankademi. Aujourd'hui, ils sont à Tankademi et ils ont fait un travail remarquable. Les Français ont eu la charge d'entraîner le bataillon de Dosso qu'ils ont équipé. Et c'est de cette formation qu'il s'agit. C'est mon devoir à moi, c'est le devoir de l'état-major de l'armée d'assurer à nos forces la formation au moyen de laquelle elles peuvent acquérir les compétences qui les rendent au niveau du défi terrible auquel elles font face. Vous savez, c'est notre pouvoir régalien et c'est notre responsabilité sous-tendue par notre éthique au sujet desquels nous ne demandons l'avis de personne, sinon que notre propre conscience. Et nous pouvons être critiqués, mais ça ne nous dira jamais rien parce que ceux qui nous critiquent pour ce que nous faisons comme ça ignorent tout simplement de quoi il s'agit. Et quand vous êtes critiqué par quelqu'un qui ne sait pas ce que vous faites, comment vous le traitez? Avec le sourire. Voilà ce que ça signifie pour nous, ce genre de critique. Notre relation avec la France, je voudrais vous en parler, en vous disant une fois encore que c'est un pays avec lequel nous avons une relation particulière, que nous assumons. Je n'éprouve aucun complexe à revendiquer mon amitié avec la France. Ceux qui me critiquent ne savent pas d'où je viens, moi. Ne savent pas d'où nous venons, nous. Le président Issoufou Mahamadou avant moi, notre équipe. Mais ceux qui nous connaissent, qui connaissent notre trajectoire, savent que nous ne sommes pas des personnes qui sont susceptibles d'être soumises à qui que ce soit. Et parlant de nos relations avec la France, nous sommes arrivés au pouvoir, le président Issoufou avait prêté serment. Nous étions en pleine guerre de Libye, menée par l'OTAN. Après une résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. La première occasion de sortie à l'extérieur du président Issoufou dans une conférence internationale, c'était le 26 mai 2011. Il avait été invité à la réunion du G7 à Deauville. Il y avait tous les grands. Et la Libye était inscrite à l'ordre du jour de cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sujet sur la Libye a été un des derniers points et ça s'est passé assez tard la nuit. Un certain nombre de chefs d'État africains avaient été invités à cette conférence. Ils avaient pris la parole les uns après les autres. Dans le protocole, le président Issoufou venant d'être élu, il était le dernier. Il y avait le président Abdoulaye Wade qui était totalement en phase avec les Occidentaux pour les inciter à faire le travail qu'ils étaient en train de faire en Libye. Les autres chefs d'État africains présents à cette rencontre ont dit des choses auxquelles personne n'avait prêté attention. Il faisait tard. Il y en a parmi les présidents du G5 qui étaient même presque assoupis. Quand le président Issoufou a pris la parole, et nous avons constaté que tout de suite, chacun se réveillait. Chacun a eu recours à son stylo, à son calepin, s'est mis à noter. Parce qu'il disait des choses intéressantes, mais qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'ils étaient en train de faire. Et lorsqu'ils ont dû répondre, ils n'ont répondu qu'à lui seulement. Il leur avait dit que ce que vous faites est dangereux pour le Sahel, est dangereux pour la Libye. Nous aurons une somalisation de la Libye.
Et nous aurons le développement du terrorisme islamiste dans ce pays qui va déferler sur les pays du Sahel, déjà fragiles, et qui va compromettre leur avenir. Le président Obama l'a regardé et il a dit « We will finish the job ». Nous allons finir le boulot. Ils n'ont pas prêté attention, ils n'ont pas accordé de l'intérêt à ce qu'il leur a dit parce qu'il venait d'arriver, ils ne le connaissaient pas. Je suis sûr que si c'était vers la fin de son dernier mandat qu'il leur avait parlé sur un pays voisin comme ça, ils auraient été plus attentifs à ce qu'il leur avait dit. Le président Sarkozy était là. Si nous sommes soumis à la France, vous pensez que le président Issoufou parlerait avec autant de liberté, autant de vigueur? Nous sommes allés, le 7 juillet 2011, rencontrer le président Sarkozy à Paris. Nous avons eu une discussion très rude à cette occasion, également, pour lui dire notre désaccord avec ce qu'il faisait, pour le danger que ça représente pour notre pays et pour notre sous-région. Il ne nous a pas entendus, lui non plus, et nous l'avons trouvé particulièrement déterminé et nous étions ahuris par sa détermination. Le président Issoufou m'a dit de continuer. Moi, je suis resté en Europe. Je suis allé rencontrer mon homologue italien. Je suis allé rencontrer le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. Je suis allé rencontrer la Commission de l'Union européenne. Je suis allé rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. À tous, j'ai expliqué les risques qu'il y avait de continuer cette entreprise de destruction de la Libye. Si nous étions un pays soumis à la France, et sachant l'engagement du président Sarkozy, tel n'aurait pas été notre comportement. Lorsque les terroristes ont tenté d'envahir Bamako, et que le président Diongounda Traoré avait demandé le secours de la France, le président Issoufou avait appelé le président Hollande pour soutenir le président Diongounda Traoré, pour lui dire d'envoyer des forces, parce que le Mali en a besoin. Ils sont intervenus, ils ont investi, vous vous souvenez, Gao, Tombouctou. Ils n'avaient pas investi Kidal. Quel est le pays africain dont le dirigeant avait critiqué le fait que Kidal n'ait pas été investi? C'est le Niger. C'était le président Issoufou, président de la République, c'était moi, ministre des Affaires étrangères. Parce que nous étions lucides et de tous, nous étions ceux qui comprennent la situation du Mali et pouvaient déceler les lacunes de l'intervention de la France, les souligner, les regretter et continuer à travailler pour que les choses avancent dans le sens que nous avons indiqué. Comment peut-on nous traiter, nous, des gens soumis à la France? Ça, ce n'est pas une preuve de soumission. Après, il y a eu l'opération Barkhane. La reconfiguration. Barkhane a une base au Tchad, c'est sa base au Tchad, mais c'est une opération sahélienne. Parce que l'épicentre du terrorisme se situe à Gao et à Menaka. Il va progresser par la suite, malheureusement, vers le centre du Mali, Mopti, et puis plus au sud. La France nous a demandé de lui permettre d'avoir une base aérienne projetée ici, qui a vocation à intervenir au Mali. C'est une stratégie régionale dans le cadre du DG5 Sahel. Et le meilleur endroit à partir duquel la France peut intervenir sur Gao, sur Menaka, qui est à 200 km, c'est Niamey. Nous avons accepté que des avions français et des drones français soient positionnés ici, mais qui ont vocation à se projeter sur le Mali. Parce qu'à l'époque, nous n'étions pas considérés par le phénomène. Ça, c'est notre devoir de solidarité vis-à-vis du Mali dans le cadre d'une stratégie avec un partenaire important comme la France qui avait commandé cela. C'est ça qui explique qu'il y ait cette base aérienne projetée ici. De même, par la suite, les Allemands nous demanderont d'avoir un petit dispositif logistique parce que pour la première fois, ils vont déployer des forces dans le cadre d'une mission de l'ONU qui est la MINUSMA au Mali et qui intervient à Gao. Ils nous ont dit que nous avons besoin d'acheminer les vivres et les moyens dont nos militaires ont besoin à partir de l'aéroport de Niamey et nous leur avons permis d'avoir une certaine présence logistique ici. Là également, pour la France comme pour l'Allemagne, ici c'était CAI,
ou si c'était Sikasso qui était concerné par le phénomène du terrorisme, personne ne serait venu dire au Niger qu'il aurait besoin d'une petite base logistique ou aérienne projetée. Ça aurait été Bamako, tout simplement parce que ça aurait été plus pratique. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi vous avez des Allemands et des Français sur notre base ici. C'est parce que tout simplement la guerre au Mali, elle se passe dans la zone qui est la plus proche du Niger et de la capitale du Niger en particulier. Donc, si la géographie n'avait pas dicté sa loi, personne n'aurait vu ces bases-là ici, qui sont intimement liées aux enjeux de la guerre, dont le théâtre, c'est le nord du Mali, à 200 km du Niger, tout simplement. En quoi nous serions, pour cela, dépendants de la France ou des autres? La France. À chaque fois que vous entendez des Africains et des journalistes et des gens peu avertis parler du Niger et de sa relation avec la France, on vous dit oui, la France, le Niger, c'est sa chasse gardée à cause de l'uranium. Je voudrais leur répondre en les éclairant, en leur disant que l'uranium produit au Niger par Orano, dans le cadre de la seule mine qui reste désormais, qui est celle de Somaïr à Arlit, c'est 2000 tonnes par an. C'est 2000 tonnes par an. 2000 tonnes, le kilogramme de l'uranium, en ce moment, il coûte 43 000 francs au marché spot. Il était tombé même à 20 000 francs. Mais la France nous a enlevé notre part à nous à 43 000 francs. C'est 2000 tonnes, 43 000 francs. La tonne, c'est donc 43 millions de francs CFA. Multiplié par 2000, vous aurez 43 fois 2, 86 milliards de francs CFA. C'est ça l'uranium. En quoi c'est stratégique? Le Niger, il a fait des recettes sur l'uranium à partir de la vente de ce minerai l'an passé de 27 milliards. Ça, c'est un seul bureau de douane qui fait ça en quelques mois chez nous. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, je voudrais leur dire que la part de l'approvisionnement de la France en uranium à partir du Niger représente 25% de ses approvisionnements totaux. La grande partie de son uranium lui vient du Canada, parce que l'exploitation de l'uranium canadien coûte moins cher. Il y a moins d'investissement à cause du terrain, à cause de la nature du minerai, de sa teneur en uranate. Et une bonne partie lui vient du Kazakhstan. Est-ce alors à dire que le Canada est soumis à la France parce qu'il vend une grande quantité d'uranium, presque la moitié de l'uranium que la France utilise, ou que le Kazakhstan, qui vend infiniment plus que nous, serait soumis à la France? Nous avons de grandes quantités d'uranium, mais elles ne sont pas exploitables. Les Chinois sont venus, ils ont ouvert une mine, ils sont restés quelques années, ça n'a pas marché, ils ont fermé. Nous sommes en discussion avec une société canadienne, Goviex, qui tarde à ouvrir une mine, qui l'ouvrira, je l'espère, à la faveur de la hausse du cours de l'uranium en cours et en perspective. Mais l'uranium, c'est un minerai comme un autre pour nous, ouvert à qui veut l'exploiter, à qui a les capacités technologiques de l'exploiter et qui a un marché où il peut le vendre. Ce n'est pas autre chose que cela. C'est comme le pétrole. Donc on ne peut pas faire cette association entre uranium France de façon totalement éternelle
pour dire que de toute façon, la France et le Niger ont un lien comme ça qui peut tout expliquer et qui, quelles que soient les autorités, les conduit à se soumettre à la France. Ça n'a pas de sens. Nous avons envie de diversifier nos partenaires, nous avons envie d'exploiter notre uranium et quiconque se présentera à nous pour exploiter l'uranium, nous lui ferons toutes les facilités prévues par le Code d'investissement. Alors, en quoi nous serions soumis à la France? Regardons les provenances de notre armement. Si nous étions soumis à la France, comment achèterions-nous tout notre armement en Europe de l'Est? Presque tout notre armement nous vient de l'Europe de l'Est parce qu'il est à bas coût. Tous nos hélicoptères, à part ce que la France nous a donné, nous les achetons en Russie. En ce moment, nous avons passé un marché d'acquisition d'avions avec une société américaine. Nous avons passé un marché d'acquisition de drones relativement nombreux avec la Turquie, un système de radar avec la Turquie, des avions de guerre avec la Turquie, des blindés avec la Turquie. Pourquoi nous le faisons avec la Turquie? Parce que c'est moins cher. Les Rafales français coûtent très cher, nous n'en avons pas les capacités. Les blindés français coûtent très cher. Et c'est une loi du marché qu'on s'approvisionne là où on a l'offre la plus abordable. Ce n'est pas que nous ayons des liens quelconques de type idéologique avec la Turquie, nous avons une relation comme avec n'importe quel autre État. Et le fait que nous achetions des armes à un tel ou à un tel ne dénote aucune préférence de notre part pour lui, dû à des raisons qui n'ont pas à voir avec le marché tout simplement. Donc nous ne sommes pas soumis à la France, cela est très clair. Toutes nos cartouches, toutes nos armes, elles nous viennent de Chine parce que c'est moins cher. Même le grenade lacrymogène, on a tendance de plus en plus à les acheter en Chine parce que c'est moins cher. Ou dans les pays de l'Europe de l'Est pour ce qui concerne les munitions et les armes. En tout cas, ceux qui se proposent pour les acheter, en général, quand on conclut le marché avec eux, c'est là-bas qu'ils vont s'approvisionner. La dernière fois que nous avons acheté des blindés à la France, c'était en 2017. C'était des bastions de transport de troupes. Mais depuis lors, nous n'avons rien acheté parce que nous regardons les marchés et nous voyons quelles sont les occasions les plus favorables. Donc, qu'on cesse de croire que parce que nous aurions acheté une arme à un tel ou à un tel, nous avons un lien spécial et que ça, c'est la preuve que désormais, ça ne va pas trop avec tel autre partenaire. En un mot, nous sommes dans une relation normale avec la France. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, la France est le pays qui consent le plus de sacrifices. Les Français, ce sont eux qui ont tué Drukdel, le patron d'AQMI, dont les officines sont au Mali et ici sur notre territoire. Ce sont eux qui ont tué Abou Ali de Sahraoui à partir d'une décision retenue à l'occasion de la rencontre du G5 Sahel avec la France à Pau. Ce sont eux qui ont tué Ikaré, le Daoussak adjoint d'Abou Ali de Sahraoui, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans la région de Menaka voisine de Abala et de Filengue. Ils ont tué les 7 responsables de l'EIGS. Cette organisation s'est affaiblie et nous sommes en train d'exploiter son affaiblissement en ce moment. Nous le devons à la France, nous ne le devons pas à un autre pays. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils le font. Et l'on veut que nous ne le reconnaissions pas et que nous ne le disions pas, et que si nous le reconnaissons et que nous ne le disons, c'est que nous sommes des vendus à la France? Non. Mon propos a été de vous dire que la France
n'a pas des intérêts économiques particuliers au Niger qui serait sa chasse gardée. Regardez bien, à part Viola qui est dans l'eau, qui a un contrat d'affermage, dans la distribution et la vente de l'eau dans un certain nombre d'agglomérations du Niger, ou la Satom qui est dans les routes, qui fait les meilleures routes du Niger, et qui a de temps en temps quelque part de marché sur ce segment très concurrentiel. Le pétrole du Niger, il est exploité par une société chinoise. Il y a un investissement de 4 milliards de dollars en ce moment pour la construction du pipeline. Nous allons exporter de grandes quantités de pétrole les prochaines années, mais c'est avec les Chinois, ce n'est pas avec les Français. Dans les infrastructures, regardez bien, ce sont les sociétés turques et les sociétés chinoises qui sont les plus présentes parce qu'elles ne considèrent pas que nos pays à nous sont des pays où on ne peut pas investir à cause de l'insécurité, mais les sociétés françaises et les sociétés européennes, elles sont absentes. Donc vous voyez bien que sur le plan économique, il n'y a pas de raison qui puisse expliquer que nous ayons une relation particulière avec la France. En tout cas, ils n'ont pas des intérêts. J'ai donné assez d'éléments de preuve à cet effet qui puissent justifier qu'ils soient présents jusqu'à consentir le sacrifice de leurs enfants au Mali. Ce sont 53 jeunes Français qui sont morts au Mali. Et l'on veut que nous ne le reconnaissions pas et que nous n'exprimions pas notre gratitude à l'État français qui dépense 1 milliard de dollars pour entretenir Barkhane et concourir à la sécurisation de notre espace. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que c'est aux Français de nous régler nos problèmes. Sur le perron de l'Élysée, j'ai eu à le dire, en affirmant que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de force au sol, nous avons besoin d'un soutien aérien, nous avons besoin d'un soutien technologique, et nos services de renseignement à nous, en tout cas, qui nous permettent d'arrêter beaucoup de terroristes avant qu'ils passent à l'acte. Vous n'avez pas idée du nombre de terroristes que nous arrêtons dans cette région-là, de Torodi, avant qu'ils passent à l'acte. Nous le faisons grâce à la coopération avec les services de renseignement français et les moyens de la technologie que les services français mettent à notre disposition. Nous ne sommes pas ingrats pour ne pas reconnaître cela, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, ils peuvent se comporter comme les autres pays également. Donc nous reconnaissons à la France ce qu'elle fait pour sécuriser le Sahel. Elle y a été engagée, mais nous ne sommes pas de ceux qui leur demandent de régler tous nos problèmes, parce que j'ai entendu des gens dire que si les Français sont là et que les problèmes ne sont pas réglés, c'est que ce sont eux qui sont à la base. Le jour où les Français plieront bagage à Gao, ce sera le chaos. Les gens de Gao le savent de toute façon. Nous considérons que ce qui est fait au Mali, parce qu'il y a un continuum entre le Mali et nous sommes totalement solidaires, malheureusement, dans le bonheur comme dans le malheur. Ce qui s'est fait au Mali nous profite à nous aussi. Partout où dans le Sahel, on peut affaiblir des terroristes, c'est un gain pour nous. Et les Français sont ceux qui font le plus d'efforts. Je le dis, il y a d'autres États avec qui nous sommes, je vous ai dit ce que nous font les Américains, les Allemands et tous les autres. Le jour où chacun fera un effort qui mérite d'être souligné, nous le soulignerons. Et chaque fois que quelqu'un fait du bien, comme les Américains sont en train de le faire, nous leur reconnaissons leur bien. Voilà mon propos. Merci.